Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette émission hebdomadaire Zoom sur qui s'intéresse ce soir aux amendements constitutionnels. Ces derniers jours, la rue mauritanienne retient son souffle dans l'attente d'une décision au sujet des amendements constitutionnels. Ceci avait fait l'objet d'un accord au cours des dernières discussions du dialogue national inclusif entre la majorité présidentielle et une partie de l'opposition ainsi que la société civile. Certains observateurs privilégient la voie du vote par le Parlement. D'autres, par contre, considèrent cette procédure comme étant anticonstitutionnelle, entre guillemets, tant que les amendements n'ont pas été soumis à un référendum. Pour nous édifier sur ce sujet, nous recevons ce soir sur le plateau de Zoom sur Dr Abdioul Khlive, qui est enseignant à la faculté de droit. Docteur, bonsoir. Et j'ai à ma droite M. Vadili Mohamed Reis, qui est magistrat. Bonsoir. Sans plus tarder, ma première question s'adresse à vous, M. Vadili Mohamed Reis. Quelle est la légitimité des amendements constitutionnels selon les deux modalités? La légitimité, ces amendements sont légitimes dès lors que c'est sur le compte du président de la République que l'initiative est portée. Sur le fondement de l'article 99 de notre Constitution, le président de la République a le droit d'initiative de la révision constitutionnelle. Dès l'instant où il décide de faire une révision constitutionnelle, rien ne lui interdit. Il est dans une perspective de légitimité parce qu'il dispose de son droit d'initiative. Le droit d'initiative selon le référendum ou selon le Parlement? Le président de la République, il existe, de mon point de vue, deux possibilités de réviser en l'état actuel de notre Constitution, la Constitution. La première, c'est celle qui est connue de tous, sur le fondement de l'article 99, qui donne cette initiative au président de la République et aux membres du Parlement. Je passe la parole à Dr Abdioul Khlive. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter à ce que je viens de dire? Je vous remercie. Permettez-moi de vous remercier pour l'occasion. Effectivement, comme le disait notre doyen Vadili, la question de la légitimité ne se pose pas parce que la Constitution elle-même, dans différents articles, en fait, précisément l'article 38, l'article 99, jusqu'à l'article 101, en fait, parle de cette légitimité qu'accorde au président de la République le pouvoir de faire des réformes constitutionnelles et lui laisse la latitude de choisir, en fait, entre soit le référendum, qui est le vote populaire, ou la deuxième alternance, en fait, le vote par voie parlementaire, c'est-à-dire par congrès du Parlement, réuni en session extraordinaire. Donc nous allons nous intéresser au référendum. Et est-il une procédure obligatoire ou un choix facultatif? C'est un choix facultatif, étant entendu que l'article 101, l'article 99 déjà de la Constitution, je vais vous le citer pour ne pas dire n'importe quoi. Textuellement, il dit que l'initiative, je cite l'article 99, nouveau, de la Constitution de 1991, révisé en 2006 et en 2012. Donc cet article précise que l'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République et aux membres du Parlement. Aucun projet de révision présenté par les parlementaires, c'est-à-dire dans le cas où c'est présenté par les parlementaires, ne peut être discuté s'il n'a pas été signé par un tiers, au moins des membres composant l'une des assemblées. Tout projet de révision doit être voté à la majorité de 2 tiers des députés composant l'Assemblée nationale et de 2 tiers des sénateurs composant le Sénat pour pouvoir être soumis au référendum. Donc ça c'est quand c'était une initiative parlementaire déjà.
pour aller à l'article 101 qui est toutefois vraiment express sur la question, qui dit que, voilà, toutefois, le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en congrès. Dans ce cas, le projet de révision n'est approuvé que s'il réunit la majorité des 3/5 des suffrages exprimés. Le bureau du congrès et celui de l'Assemblée nationale. Fin de citation. Donc, ce qui veut dire tout simplement que le président de la République a la latitude de choisir le moyen qu'il juge le plus efficace ou le plus propice pour je vais rebondir un peu sur ce que vous avez dit tout à l'heure en posant la question. Que peut faire le président une fois son initiative n'est pas confirmée aux 2/3 par l'une des deux chambres? La question s'adresse à vous. Si le président soumet une initiative de la révision de la Constitution, et si les deux chambres ne la confirment pas, le processus de la révision constitutionnelle, si vous voulez, obéit à une trajectoire à 2 niveaux. L'initiative est présentée par le président de la République. Elle est soumise pour confirmation aux 2 assemblées. La Constitution exige pour cette confirmation les 2/3 des 2 assemblées. À ce moment de la procédure, la loi, le texte voté n'est pas la loi. C'est une confirmation de l'initiative. Le président de la République peut, à ce niveau, valablement suspendre son initiative. Il peut la faire arrêter, s'il le veut bien. Si maintenant, et comme il vient de vous le dire, il a la faculté, si elle est adoptée, la procédure est simple, il a le choix, soit de la déposer devant le Congrès, soit de la soumettre au référendum populaire. Mais si les 2/3 ne confirment pas, et c'est ça l'objet de votre question, le président de la République peut suspendre provisoirement cette procédure de révision et se fonder sur l'article 38 de la Constitution qui valablement lui donne des pleins pouvoirs pour s'adresser directement au peuple. L'article 2 de notre Constitution, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la souveraineté appartient au peuple qui l'exerce par voie de ses représentants et par voie référendaire. Le « et cette conjonction de coordination est facultatif, inclusif et alternatif. C'est-à-dire que le président peut valablement, sur le fondement de l'article 38, déposer, appeler le peuple. À ce niveau, l'honnêteté intellectuelle m'oblige à vous dire que c'est discutable. Parce qu'il y a certains qui disent que cela n'est pas fondé. Je suis de ceux qui croient profondément, et sur la base de l'appréciation juridique et des précédents internationaux, notamment en France, où ça a été fait en 1962, en 1969, donc fait par le général de Gaulle, fait par Pompidou, et même François Mitterrand, sur la base de l'article 11 de la Constitution française, qui est le frère utérin de l'article 38 de notre Constitution, ont valablement soumis au référendum une révision constitutionnelle qui n'est pas passée par la voie parlementaire. Donc si je comprends bien, l'article 38 confère au président de passer directement au référendum sans passer par le Parlement. De mon point de vue, et c'est ce que je viens de dire, ça a été fait en France. Le précédent a été en France. Et rien n'interdit. Qu'est-ce qu'il dit, l'article 38? Il dit que le président de la République peut, sur toute question d'importance nationale, soumettre au référendum un texte. Il peut soumettre au peuple toute affaire qu'il juge importante. Cet article, contrairement à l'article 11 de la Constitution française, n'est pas restrictif. Et en droit, lorsqu'une disposition
est expresse et qu'il n'y a pas un renvoi à un autre article de la Constitution. Le renvoi a pour objectif parfois de neutraliser un article. Si les techniciens de la transition qui ont créé l'article 99 avaient mis dans l'article 99 les dispositions de l'article 38 ne s'appliquant pas en la circonstance, la révision constitutionnelle sera, c'est ce qu'on appelle le renvoi. Or, en l'absence d'un renvoi express, l'article 38 devient une entité juridique propre. Et tout juriste doit l'interpréter positivement pour qu'il produise ses effets. Donc, pour me récapituler, sur le fondement de l'article 38, notre Constitution a donné un sous-seing blanc au président de la République pour appeler le peuple chaque fois qu'il le souhaite et sur n'importe quelle question d'intérêt national. Il est dépositaire en la circonstance d'un pouvoir discrétionnaire qu'il est le seul à pouvoir limiter et qu'il est le seul à pouvoir restreindre. Voilà. Vous avez quelque chose à ajouter? Je confirme ce que vient de dire le doyen. De toutes les façons, la question ne se pose pas sous cet angle, en fait, de mon point de vue. Et pour répondre éventuellement à votre question, je dirais tout simplement qu'on a dépassé cette question de légitimité. La Constitution prévoit les deux modes de procédure possibles et imaginables. Reste à savoir l'opportunité que seul le président de la République peut en décider. Il y a des raisons de l'État que nous ignorons. Il a décidé de le faire par congrès. Donc, je ne vois pas où est le problème. C'est un choix, c'est à son initiative. Certainement, il a dû réfléchir à 2 fois avant de se prononcer par congrès. Donc, mais je veux dire, rien n'a été fait pour l'instant. Non, pour l'instant, en fait, voilà, il y a eu un décret convoquant le Parlement en session extraordinaire. Et dans l'ordre du jour dans cet ordre du jour, en fait, la réunion du Parlement figure les réformes constitutionnelles en bonne place. Donc le choix a été fait par qui de droit? Le président de la République a choisi la voie parlementaire. La voie parlementaire est double. Dans cette voie, le président a la possibilité, comme vous venez de le dire, soit de convoquer, après la confirmation de son initiative par les 2 tiers, d'appeler le peuple au référendum. Soit d'aller voir le Congrès. Et c'est ce qui semble être la voie tracée aujourd'hui. Donc, vous m'avez un peu parlé des étendues du pouvoir du président de la République en matière de révision constitutionnelle. Est-ce que le président de la République peut-il, sur le fondement de l'article, ça on a parlé de l'article 38 de la Constitution, quelles sont les modalités pratiques, vraiment quelque chose de pratique, vous qui êtes spécialiste en droit, quelles sont les modalités pratiques de telles modifications? D'abord, disons tout de suite qu'en matière de révision constitutionnelle, le président de la République a des pouvoirs qui doivent être visualisés pour tous. D'abord, il est dépositaire du droit d'initiative. Mais les juristes aussi aiment appeler un autre pouvoir qu'il détient, c'est le pouvoir de l'impulsion de l'initiative. Le pouvoir d'initiative est celui de déposer devant les assemblées une révision constitutionnelle. Le droit d'impulsion, c'est ce droit qui lui permet soit d'accéder au référendum pour le vote définitif de cette révision, soit au Congrès. Il peut décider, ça a été fait parfois dans des pays très démocratiques, les présidents de la République, après vote des 2 assemblées, confirmant l'initiative, ont arrêté tout simplement le processus. Voilà. Excusez-moi. J'ajouterai un peu, en fait, pour revenir un peu sur notre Constitution, en fait, elle est spécifique et se caractérise essentiellement par un système qu'elle pose. Celui-ci
consacre en fait une souplesse de séparation des pouvoirs. Donc on a un Parlement composé de 2 chambres, en fait, l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc c'est un système bicaméral. Et l'expérience a prouvé en fait que ce système sied à certains États dont les conditions économiques, financières et autres pourraient les prédisposer à ce genre de choses. Vu notre expérience avec ce système et les pouvoirs publics, le président de la République à leur tête, se sont rendus compte en fait qu'il y a une nécessité, et suite en fait au dialogue politique, en fait l'ouverture politique qu'il y a eu, du 29 septembre jusqu'au 20 octobre en fait, à l'issue de ce dialogue, en fait, de ces journées de dialogue, en fait, il s'est déclaré un certain nombre de choses, dont les réformes constitutionnelles. Le président de la République, certes, a pris le temps de voir quelle était la meilleure façon de revoir en fait ces réformes. Et il a jugé utile de le faire par congrès. Donc je ne vois pas où se situe le problème. Pensez-vous pas qu'il y a des questions de fond dans ce qui a été proposé au vote? Je peux citer le Sénat entre autres. À l'heure actuelle, du point de vue droit, la suppression du Sénat, juste du point de vue droit, puisque vous êtes des techniciens, la suppression du Sénat ne constitue-t-elle pas un recul, entre guillemets, pour une démocratie? Et quels sont les principes fondamentaux, si vous pouvez nous parler, vous, quels sont les principes fondamentaux d'une démocratie, puisqu'on profite de votre présence ici pour nous parler un peu de... Rapidement, je dirais en fait que, vous savez, la constitution mauritanienne a été adoptée en 1991. Nous sommes actuellement en 2017. On a passé presque plus presque 2 décennies en fait. Cette expérience nous a prouvé et a prouvé en fait que notre pays ne peut pas supporter en fait le coût exorbitant d'une double chambre en fait, d'un bicaméralisme. D'où peut-être en fait, je l'affirmerai peut-être aussi, pourquoi pas, le fait de ralentir aussi la procédure d'adoption des textes en matière législative et autres. Parce que c'est un double travail. Le passage à l'Assemblée nationale, puis le passage au Sénat. On aurait aussi bien le gain économique et financier, mais aussi le gain de temps, qui est primordial de nos jours. Donc, j'affirmerai, et je sais tout à fait pour la suppression de ce qu'on juge en fait inutile. Oui, vous avez posé 2 questions. Est-ce que la suppression du Sénat peut-elle constituer un recul démocratique pour notre pays? La deuxième question, Les principes fondamentaux. les principaux fondements d'une démocratie. La suppression du Sénat ne touche pas, si vous voulez, à la corpulence de la notion démocratique elle-même. Elle a plutôt trait à un aménagement du pouvoir législatif, son organisation en 2 chambres, ce qu'on appelle le bicamérisme. Donc la question de la suppression du Sénat n'est pas une question qui touche aux principes fondateurs de la démocratie, qu'on va voir tout de suite, mais elle est plutôt, ou elle concerne, l'aménagement du pouvoir législatif lui-même, son éclatement ou non en 2 chambres. Les pays démocratiques qui ont supprimé les Sénats sont restés démocratiques. Et il n'y a pas que le bicamérisme, il y a le monocamérisme. Toute suppression étant par ailleurs ou peut être ressentie comme une coupure de quelque chose dans la vie d'un peuple, mais ça ne touche pas à la démocratie elle-même.
c'est une question qui se rapproche à l'aménagement du pouvoir législatif. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est des mesures d'accompagnement qui vont peut-être permettre à une seule assemblée monocamérale de pouvoir être dotée de moyens humains et d'expertise réelle pour soutenir les parlementaires. J'espère que les moyens évacués par la situation du Sénat viendront un peu renforcer les dispositifs de l'Assemblée nationale. Pour conclure cette question, la suppression du Sénat ne saurait être, pour les juristes, considérée comme étant un recul dans l'évolution démocratique de ce peuple. Maintenant, quels sont les principes fondateurs ou les principes qui, s'ils viendraient à être touchés, porteraient atteinte au corpus démocratique proprement dit? La démocratie, est-ce un mode d'organisation? Est-ce un régime où la majorité décide? Est-ce une culture? Est-ce un comportement? Elle est à la fois la réponse à toutes ces questions et bien d'autres questions encore. À l'état actuel, les juristes s'accordent pour dire qu'un peuple ou qu'une nation est démocratique lorsque 3 principes existent. Le premier principe, c'est celui de la confiance absolue dans l'individu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut donner à chaque citoyen la possibilité d'être libre, de développer une certaine maturité qui lui permet d'être un centre autonome d'initiative et de responsabilité. Ce qui implique le droit à la parole, le droit de circuler, le droit de propriété, la somme des droits individuels et collectifs qui doivent être de citoyens. Si par inadvertance ou par volonté, un pouvoir public viendrait à freiner ces trajectoires, il obstrue les libertés individuelles et collectives. On parlerait donc d'un pouvoir qui est en train de reculer. Le deuxième principe fondateur de la démocratie est celui de la croyance en la vertu du dialogue. La vérité ne peut pas être détenue par une seule personne. Elle est une question qui doit être approchée dans une perspective qui permet de faire une réflexion pour enlever tout parti des erreurs de la vérité que contient cette vérité. Donc la propension au dialogue, son développement et à tous les niveaux des échelons de la vie nationale est quelque chose de fondateur. Si un État viendrait à diminuer aujourd'hui dans notre ordonnancement juridique les mécanismes du dialogue, le principe de la séparation des pouvoirs, on peut parler d'un recul démocratique. Si vous avez quelque chose à ajouter sur les principes fondamentaux. Juste comme corollaire, en fait, pour marquer le coup que ce n'est pas un recul par rapport à la démocratie. Comme corollaire, en fait, à la suppression du Sénat, le président de la République, lors du dialogue, en fait, a suggéré l'idée de créer des conseils régionaux dont le présent projet de loi constitutionnelle vise à promouvoir donc un nouveau cadre de représentation des populations. Celui-ci sera en fait établi à travers la création d'une nouvelle catégorie de collectivités territoriales, c'est-à-dire la région. Donc voilà, donc c'est un passage, on peut interpréter ça d'une autre manière qu'avec l'expérience dont je parlais tout à l'heure, en fait, du Sénat, qu'on jugeait financièrement et économiquement lourde pour l'État, mais également, on pense à un autre mode
Vous savez, le Sénat, en fait, c'était la représentation des collectivités territoriales, en quelque sorte, parce qu'ils sont élus par les communes et le processus dont je ne parlerai pas ici. Donc, le conseil régional qu'on va établir par les réformes constitutionnelles actuelles ou envisagées ne serait-ce pas, en fait, une composante de la représentation des collectivités territoriales elles-mêmes et qui seront en fait sur place pour mieux traiter les questions des différentes collectivités territoriales de notre pays. Là, nous allons revenir un peu au droit. Cela m'amène à revenir sur l'article 99, à son premier paragraphe, qui nous apprend que le président de la République peut mener l'initiative d'amender, comme vous l'avez dit, la Constitution selon 2 procédures possibles. Donc, il y a soit le Parlement, soit le peuple. En tant que juriste, quelle sera l'option la plus appropriée? Pour moi, oui, en tant que juriste. Le juriste se contrebalance en fait des 2 procédés. Ce n'est pas son affaire. C'est une affaire d'opportunité politique. C'est lui qui détient l'initiative et le détenteur de l'opportunité politique. Donc, elles sont identiques sur le plan du droit. Seulement pour la réponse que vient de donner mon ami, je ne suis pas de son avis, car il me semble que le Sénat est une chose qui a trait à la représentation nationale et les conseils régionaux ont trait au développement local. Mais il veut juste dire qu'ils vont éventuellement jouer le même rôle. Ça n'est pas, ils ne peuvent pas le jouer. Non, parce que, les conseils régionaux, c'est, si vous voulez, l'achèvement d'un processus de décentralisation qui a été mené en 1946. Des communes, des collectivités locales. Le processus de la législation a trait au développement local. Alors que le Sénat est une assemblée de représentation nationale. Les sénateurs et les parlementaires, quel est leur job? C'est de voter les lois. C'est de contrôler l'action du gouvernement. C'est aussi le rôle de l'Assemblée nationale. Ils peuvent. Ce rôle peut être joué, en fait. Ils peuvent, dans le cadre. Et après ces 2 pouvoirs, qui sont les pouvoirs constitutionnels, rien ne les empêche de s'occuper du développement de leur commune. Mais les régions, c'est une autre question. Elle n'a pas trait à la représentation nationale. Or, la suppression du Sénat concerne les modalités pratiques qui existaient dans notre pays et qui s'intéressaient à la manière d'organiser cette représentation nationale. Pour conclure, les sénateurs avaient un mandat national, alors que les conseils régionaux auront un mandat local. Effectivement, juste pour le compléter, en fait, je ne visais pas, en fait, le remplacement du Sénat, parce que la nature des 2 institutions diffère, en fait. Ouais. Mais la question n'est pas là. Moi, je le voyais dans un ensemble générateur d'options pour le développement national. Dans ce cadre, en fait, je disais que ce serait encore l'heure. La disparition du Sénat ne laisserait pas en vue de la représentativité des collectivités ou des collectivités territoriales de façon générale. Ce qui suggère, selon une vision d'ensemble, en fait, que le rôle joué par le Sénat en matière de législation nationale de façon générale serait du ressort de l'Assemblée nationale, qui peut éventuellement jouer ce rôle, mais aussi trouver d'autres moyens. Je raisonne toujours sur l'aspect économique et financier qui peut être trouvé pour le couronnement de la décentralisation engagée depuis 1986 dans notre pays et qui doit aboutir certainement à autre chose de plus important. Et suivant les prévisions, en fait, je suppose qu'en aboutissant déjà à la régionalisation, on arrive à quelque chose de plus perspicace pour l'économie nationale, au niveau territorial.
Donc, d'où l'émergence ou le projet de mettre en place des conseils régionaux. Je reviens un peu sur l'article 101, puisque vous êtes des journalistes. Non. Non, excusez-moi, je suis le journaliste et vous êtes les juristes. Voilà. L'article 101 de la Constitution stipule que le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le président de la République décide de le soumettre au Parlement. Je voulais juste que vous me complétez et que vous expliquiez cela à celui qui n'est pas juriste. Alors, dans la voie parlementaire, j'avais dit auparavant qu'il existait 2 étapes. La première étape exigée, c'est pour confirmer cette initiative, pour dire en quelque sorte cette initiative est acceptable. D'où les 2 tiers demandés. Une fois que les 2 chambres auront, en termes identiques, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas une opposition, qu'il n'y ait pas d'amendement, nous aurons voté en 2 tiers la confirmation, la deuxième étape s'ouvre. C'est le choix maintenant du président. C'est son propre pouvoir discrétionnaire qui va devoir choisir l'une des pistes. Soit le référendum, soit le congrès. Mais toute cette procédure, les juristes l'appellent la voie parlementaire. Donc la voie parlementaire contient à la fois le congrès et le référendum, dès lors que l'article 99 les organise amplement et de façon très claire. L'autre voie, c'est la voie référendaire. C'est sur le fondement de l'article 38. Donc, pour me résumer, la voie parlementaire contient 2 petites pistes qui peuvent valablement, et sous l'impulsion du président, être retenues. C'est lui qui le décide. C'est son pouvoir discrétionnaire. Il n'a de compte à rendre à personne. Il peut envoyer appeler le peuple pour confirmer et il peut envoyer devant le Congrès pour confirmer. Quel est votre commentaire je dirais que c'est la question, en fait, que parmi les prérogatives, l'article 38, c'est une prérogative du président de la République qui lui accorde, sur toute question d'importance nationale, d'en référer au peuple par voie référendaire. Ça, c'est un, dans un aspect autre. Mais pour ce qui est de la révision constitutionnelle, ce sont les articles, il y a tout un chapitre en fait relatif à la question, c'est le chapitre d'ailleurs 14. Non, le chapitre 11 de l'article 99 à l'article 101. Celui-ci suppose 2 procédés. Il y a le procédé d'initiative parlementaire, c'est-à-dire que ce sont les parlementaires qui, eux, voient qu'il y a un problème et demandent à ce qu'il y ait une révision de la Constitution. Celui-ci doit être adopté, cette initiative devrait émaner en fait de 2 tiers de l'Assemblée nationale et de 2 tiers du Sénat. 10 tiers d'abord. De 2 tiers Non, 10 tiers. Pour que cette question... Je vous lis l'article. Le 3/5. Le 1 tiers. Non, j'ai l'article devant moi. 1 tiers. Le tiers, oui, effectivement. Un tiers pour que cette Signé question... par 1 tiers, en fait, des députés, c'est-à-dire de l'Assemblée nationale, et 1 tiers des sénateurs. Pour son inscription à l'ordre du jour. Voilà. Pour être discuté à l'Assemblée. Voilà. Donc ça, c'est le premier procédé. Le second procédé laisse libre cours au président de la République pour choisir la voie, soit par référendum, soit par congrès parlementaire. Mais dans ces conditions, il suppose que ces réformes passent devant le Parlement par l'obtention de 3/5 des voix de 2 assemblées réunies en congrès. Je crois que c'est assez 3/5. Ouais. 3/5. Donc, que se passe-t-il si les 2 chambres ne sont pas d'accord? Ne sont pas d'accord. Que se passe-t-il? Les 2 chambres, ça veut dire Il y a Je veux dire, si les 3/5 ne sont pas réunis. réunis.
cette révision constitutionnelle, en fait, ne devient une loi qu'à ce moment-là, lorsque le Congrès sera réuni et lorsque les 3/3 auront voté positivement. S'ils viendraient à voter, si les 2/3 se prononcent, ou les 3/3 se prononcent contre, ou les 3/5 ne sont pas réunis, la loi est rejetée par le Congrès. Donc, dans le cas contraire, le président peut convoquer le référendum directement. Il peut, dans un second temps, on l'a déjà dit, il peut surseoir à cette procédure qui a été rejetée par les représentants du peuple, et par-dessus la tête de ces représentants, il peut valablement, de mon point de vue, parce qu'il y a des juristes qui soutiennent le contraire. Je suis peut-être l'un des rares juristes ici. Je crois avoir avec moi 3 ou 4 juristes qui ont bien étudié cette question, qui ont vu dans la doctrine, dans les précédents français, que l'article 11, comme je vous ai dit, et l'article 38, valablement être engagés dans cette circonstance. Et je dois noter qu'en France, en 1962, lorsque le général de Gaulle a refusé de passer par la voie parlementaire, Monerville, qui était président du Sénat, et beaucoup de parlementaires ont saisi le Conseil constitutionnel français, qui a rendu une décision très claire. Il a dit qu'une fois le peuple est sollicité par le président de la République, lui, il n'est pas compétent pour juger des lois référendaires. Par contre, il est compétent lorsque le Parlement vote une loi et qui serait contraire à la Constitution. Donc la décision du Conseil constitutionnel français est très claire. Et beaucoup d'autres auteurs, comme André Oriot, Sieyès, ont dit que la voie du référendum, sur la base de l'article 38, peut être valablement engagée et que si le peuple se prononce, comme je vous ai dit dans un premier temps, la légitimité est acquise. Parce que l'article 2 de notre Constitution, qu'est-ce qu'il dit? Il dit la souveraineté appartient au peuple, il l'exerce par la voix de ses représentants, qui sont les sénateurs, ou est, il a dit est, par voie de référendum. Et je vous ai dit que le est était facultatif. Qui peut le plus, peut le moins. Si vos représentants peuvent voter, vous leur avez donné un mandat. Les sénateurs et les parlementaires sont mandatés par le peuple. À un certain moment de l'histoire d'un peuple, et en particulier dans ces circonstances, le peuple reprend ses prérogatives. Et s'il vient à se prononcer, ça devient encore plus légitime. Moi, je me limiterai en fait aux dispositions de l'article 101 qui prévoit toutefois le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en congrès. Dans ce cas, le projet de révision n'est approuvé que s'il réunit, comme nous le disions tout à l'heure en fait, la majorité des 3/5 des suffrages exprimés. Point à la ligne. Ce qui suppose tout simplement que normalement, et en toute bonne logique, comme je vous le disais tout à l'heure, que ce n'est jamais décidé au hasard. Ce n'est qu'après 1000 réflexions, en fait, qu'on décide de la voie référendaire ou de la voie par congrès, ou de la voie parlementaire. Question d'opportunité. C'est une question d'opportunité. Donc ce qui suppose, à mon sens, et ça n'engage que moi, que les votes sont acquis déjà. On ne s'engagera pas. Ce n'est pas du poker. On ne joue pas avec ce genre de choses. Quand on engage des réformes constitutionnelles, on doit avoir le minimum de sérieux et savoir que ce qu'on envisage est envisageable. Si ce n'était pas le cas, je crois que la voie référendaire était beaucoup plus simple. Donc, ce que vous dites, parce qu'il y a des gens, il y a des personnes qui ne sont pas des juristes et qui pensent que le fait de passer par le Parlement est anticonstitutionnel. Qu'est-ce que vous leur dites en résumé? Mais qu'est-ce que je vous citais tout à l'heure? Je sais, mais en fait, pour le langage de celui qui ne comprend pas ces termes juridiques. C'est simple, en fait. Là, on est dans le cadre de la Constitution de la République islamique de Mauritanie, celle de 1991, modifiée
en 2006 et en 2012. Donc, il n'y a pas de doute là-dessus. On vous cite le texte constitutionnel. Comment peut-on dire que le texte de la Constitution n'est pas constitutionnel? Donc voilà qui est clair. Je vais ajouter un peu. La procédure par l'article 99 qui engage le Parlement et la procédure normale, elle est la plus usitée, elle est la plus logique. L'autre est une exception, mais c'est une exception constitutionnelle. Donc, je ne vois pas comment quelqu'un, en l'état actuel... Laquelle qui est une exception? J'ai pas saisi. J'ai dit que l'article 38, par rapport à l'entendement de beaucoup de juristes, est une exception. Si on viendrait à engager tout de suite un référendum sur le fondement de l'article 38, beaucoup de juristes, ils l'ont déjà exprimé déjà, vont dire, écoutez, c'est une lecture tout à fait pas correcte, et ils auront des points de vue à dire. Et ça sera véritablement un débat. Mais ce qui est indiscutable, et sur lequel tout le monde, en tout cas tous les juristes, s'accordent pour dire que sur le fondement de l'article 99, personne ne peut dire que ce n'est pas légitime. Excusez-moi, moi j'ajouterais juste que c'est un faux débat pour moi. En tant que juriste, je ne vois pas en fait où est l'anticonstitutionnalité. Du moment qu'on cite les articles de la Constitution. Je n'ai pas interprété les articles, je les ai cités, mot pour mot. Donc, l'autre débat pour dire, voilà, c'est pas légitime, c'est légitime. Où est la légitimité dans tout ça? Si ce n'est pas se référer à la Constitution elle-même. Ce n'est pas une question d'interprétation ou quoi que ce soit. Quand il s'agissait de l'article 38, qui se suffisait à dire, voilà, c'est une prérogative du président de la République de faire appel au peuple par voie référendaire. Ça, c'est dans un chapitre clos. Mais relativement à la révision de la Constitution, il y a tout un chapitre dessus. Le titre 11 n'est relatif qu'à la révision de la Constitution. Et qu'est-ce qu'il prévoit celui-ci? L'article 99, l'article 100 et l'article 101, qu'est-ce qu'ils disent? Je reviendrai à dire que c'est une question d'opportunité qui est du domaine, qui ressort du président de la République, qui est d'ailleurs le garant de la Constitution elle-même. Donc voilà. Je voulais dire une chose, qui est, si vous voulez, de l'ordre procédural. Aucun juriste sérieux ne peut dire que tel procédé est anticonstitutionnel ou quel Mais ce n'est pas les juristes qui disent ça, c'est le citoyen lambda qui ne comprend pas. L'objet de cette émission, c'est de faire comprendre à des gens comme moi qui sont pas des juristes. On a suffisamment expliqué ici que l'article 99, sur son fondement, le processus engagé est dans la trajectoire constitutionnelle la plus absolue. Personne ne peut dire qu'il est inconstitutionnel. Et dans un peuple organisé, comme le nôtre, démocratique, seul le Conseil constitutionnel est habilité à se prononcer sur la constitutionnalité des lois ou non. Il ne faudrait pas aussi que les citoyens ou les politiciens croient qu'il est légitime de dire telle loi est anticonstitutionnelle. Laissons cette compétence au Conseil constitutionnel. Il y a un peu de la réserve qui doit être émise dans ces discours. Je rajouterai en fait, pour oublier cette question de légitimité en fait, que le titre 11 en fait, pour ce qui est de la révision de la Constitution, les choses sont assez claires. Il y a deux initiatives possibles pour réviser, deux procédés, celui parlementaire et celui présidentiel. En ce qui nous concerne, c'est une initiative présidentielle. L'opportunité en revient au président de la République de voir lequel des procédés sied le mieux à la conjoncture
de notre pays. En son âme et conscience, il a tranché. Il a choisi la voie parlementaire, qui n'est pas du tout anticonstitutionnelle. Loin de là. L'article 101, que je vais citer encore. Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté au référendum. Je cite l'article 101. Lorsque le président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en congrès. Ça, c'est le texte de la Constitution, de l'article 101 de la Constitution. Comment peut-on parler alors d'anticonstitutionnalité? Merci, voilà qui est clair. Si vous avez un petit récapitulatif pour les citoyens, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. 3 points. 1. La suppression du Sénat touche à un aménagement des pouvoirs législatifs. Elle ne touche pas au caractère de notre démocratie. C'est clair. 2. La procédure actuellement adoptée par les pouvoirs publics est une procédure constitutionnelle. Et elle est usuelle. C'est elle qui est normale. C'est elle qui n'est pas discutable. L'article 38, de mon point de vue, parce qu'il y a d'autres qui soutiennent le contraire, comme je l'ai dit, est aussi une voie possible. Elle a été utilisée dans des démocraties exemplaires, telles qu'en France, par 3 fois, comme je l'ai dit. Le peuple a été amené directement, sur le fondement de l'article 11 de la Constitution française, à se prononcer sur les textes. Malgré la clameur des parlementaires, et j'ai rappelé que le Conseil constitutionnel avait rendu en France une décision pour dire que c'est un procédé démocratique. 3e question. Et le problème est un problème d'opportunité politique. Il ne nous revient pas à nous, en tant que juges, d'en discuter. C'est une question d'appréciation que seul le président de la République détient. Et ça ne peut pas être partagé. Les compétences constitutionnelles et même légales sont d'ordre public. C'est-à-dire qu'on ne peut pas surfer sur les prérogatives du Conseil constitutionnel, ni de la Cour suprême, ni celles du Parlement, ni celles du président de la République. Le président de la République peut en amont, et lorsqu'il n'a pas encore décidé, se faire assister par son gouvernement, par des conseillers ad hoc, par des partis politiques. Mais ce n'est pas ça qui est le fondement de la légitimation de l'initiative. Le fondement de l'initiative, de la légitimation, c'est l'initiative du président de la République. C'est ses pouvoirs constitutionnels. Non, moi je dirais que n'oublions pas, en fait, que ce n'est pas une décision présidentielle, c'est une initiative, en fait, qui a été discutée âprement lors des journées de dialogue, national. Je sais que, voilà, certains diront peut-être que la position n'a pas été représentée et tout, mais la porte était ouverte quand même, et tous ceux qui ont discuté quand même ont convenu d'un changement, d'où la suppression du Sénat. Donc ce n'est que suite à ça, donc voilà. Maintenant, ce que nous discutions, en fait, c'était l'initiative, si elle était légitime ou pas. La question pour moi ne se pose pas. Parce que je n'ai fait que citer, en fait, l'article 101 de la Constitution qui laisse toute la latitude au président de la République de choisir entre les deux procédés. Il a fait son choix. Donc la question ne se pose même pas. Il n'a pas encore fait. Non, c'est ce qui est sûr, c'est que voilà, on s'achemine. Après le vote des 2 tiers, après le vote, c'est à partir de ce moment que s'ouvre pour lui et qu'on saisira dans l'envolée sa décision et ce qu'il a choisi. Oui, soit à l'Assemblée, c'est à ce moment-là qu'on peut apprécier. Donc, ou bien on peut constater, c'est mieux. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que j'étais avec Dr Abdioul Khalifa, qui est enseignant à la faculté de droit, et Vadil Mohamed Raïs, magistrat. Voilà qui met fin à cette émission Zoom sur. Je remercie l'équipe technique, caméra Mokhtar Al-Alam,
Mohamed Mahmoud, Sherif Tahar, Mohamed Valmoun Mohamed, au son Brahim Sabbar, à la réalisation Mustafa Mohamed. Je vous retrouve la semaine prochaine et au revoir.